Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 5 octobre et Somnifère vous emmène ce soir dans un village perdu en pleine campagne où un vieil homme qui vit seul dans une petite maison de fortune intrigue les autres habitants. L'homme est discret, peu expansif et retiré de la vie sociale. Or un événement va bientôt renverser la tranquillité de la petite commune et le vieil homme va révéler une facette de sa personnalité pour le moins surprenante. C'est une histoire d'Honoré Beaugrand intitulée « Le Père Louison ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, préparez-vous à refermer cette journée. Si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Et on va commencer par prendre une très grande inspiration en gonflant le ventre. Et on évacue toutes les tensions de la journée à l'expire. À nouveau, une grande inspiration en gonflant les poumons. Et on expire à notre rythme. Prenez à présent simplement un moment pour observer vos sensations et concentrez-vous sur votre respiration, sans avoir aucune attente particulière. Laissez les pensées venir à votre esprit si elles le souhaitent, défiler et se dissiper à leur guise. Un peu comme des feuilles au gré du vent. Et recentrez doucement votre attention sur votre respiration. Soyez conscient de l'air que vous inspirez et que vous expirez. Des mouvements de votre corps à l'inspire et à l'expire. De votre ventre qui monte et qui descend. Pensez à bien détendre votre mâchoire, votre gorge et vos épaules qui sont complètement relâchées sur le matelas. Concentrez toute votre attention sur vos bras et vos mains pendant quelques instants, en prenant le soin de les relâcher complètement. Observez simplement les sensations qui apparaissent. Tout en continuant de concentrer votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. C'était un grand vieux, sec, au teint basané, et la tête et la figure couvertes d'une épaisse chevelure et d'une longue barbe poivre et sel. Tous les villageois connaissaient le père Louison, et sa réputation s'étendait même aux paroisses voisines. Son métier de canotier et de passeur le mettait en relation avec tous les étrangers qui voulaient traverser le fleuve du Saint-Laurent. On l'avait surnommé le Grand Tronc, et c'était généralement par ce sobriquet cocasse qu'on le désignait lorsqu'on glosait sur son compte. Pourquoi le Grand Tronc ? Mystère. Quelques-uns disaient que le nom provenait de la longueur de son canot, creusé tout d'une pièce dans un tronc d'arbre gigantesque. Si tout le monde au village connaissait le Grand Tronc, personne ne pouvait en dire autant de son histoire. Il était arrivé au village il y avait bien longtemps. Les anciens disaient qu'il y avait au moins 25 ans, sans tambour ni trompette. Il avait acheté sur les bords du fleuve du Saint-Laurent, tout près de la grève et à quelques arpents de l'église, un petit coin de terre grand comme la main, où il avait construit une misérable cahute sur les ruines d'une cabine de bateau qu'il avait trouvée un beau matin échouée sur une bâture voisine. Il gagnait péniblement sa vie, à traverser les voyageurs d'une rive à l'autre du Saint-Laurent et à faire la pêche depuis la débâcle des glaces jusqu'aux derniers jours d'automne. On ne le rencontrait jamais sans qu'il eût soit son aviron, soit son fusil, soit sa canne à pêche sur l'épaule. Il allait tranquillement son chemin, répondant amicalement d'un signe de tête aux salutations amicales de la plupart, et aux timides coups de chapeau des enfants qui le considéraient bien tous comme un croque-mitaine qu'il fallait craindre et éviter. Si l'on ignorait sa véritable histoire, on ne s'en était pas moins fait un devoir religieux de lui en broder une, plutôt mauvaise que bonne, car le père Louison aimait et pratiquait trop la solitude pour être devenu populaire parmi les villageois. Il se contentait généralement d'aller offrir sa pêche ou sa chasse à ses clients ordinaires, le curé, le docteur, le notaire et le marchand du village. Et si le poisson ou le gibier était exceptionnellement abondant, il allait écouler le surplus sur les marchés de Joliette, de Sorel et de Berthier. Si on se permettait parfois de gloser sur son compte, on ne pouvait cependant pas l'accuser d'aucun méfait, car sa réputation d'intégrité était connu à 10 lieues à la ronde. Il avait même risqué sa vie à plusieurs reprises pour sauver des imprudents ou des malheureux qui avaient failli périr sur les eaux du Saint-Laurent. Il s'était notamment conduit avec la plus grande bravoure pendant une tempête qui avait jeté un grand nombre de bateaux à la côte en volant à la rescousse des naufragés avec son grand canot. Monsieur le curé affirmait de plus que le père Louison était un brave homme qui s'acquittait avec la plus grande ponctualité de ses devoirs religieux. Toujours prêt à rendre un service qu'on lui demandait, il se faisait toutefois un devoir de ne jamais rien demander lui-même, et c'était là probablement ce qu'on ne lui pardonnait pas. Le monde est si drôlement et si capricieusement égoïste. Chaque soir, à la brunante des longs jours d'été, le vieillard allait mouiller son canot à 2 ou 3 encablures de la rive, dans un endroit où il tendait son varveau ou ses lignes dormantes. Assis au milieu de son embarcation, il restait là dans la plus parfaite immobilité jusqu'à une heure avancée de la nuit. La frayeur involontaire qu'inspirait le père Louison n'existait pas seulement chez les enfants, mais plus d'une fillette superstitieuse, en causant avec son amoureux sous les grands peupliers qui bordent la côte, avait serré convulsivement le bras de son cavalier, en voyant au large s'estomper le canot du vieux pêcheur dans les dernières lueurs crépusculaires. Bref, le pauvre vieux était plutôt craint qu'aimé au village, et les gamins trottinaient involontairement lorsqu'ils apercevaient au loin sa figure taciturne. Il y avait au village
un mauvais garnement, comme il s'en trouve dans tous les villages du monde. Et ce gamin détestait tout particulièrement le père Louison, dont il avait cependant une peur terrible. Le vieux pêcheur avait attrapé notre polisson un jour que celui-ci était en train de battre cruellement un vieux chien qu'il avait inutilement tenté de noyer. Le vieillard avait tout simplement tiré les oreilles du gamin en le menaçant de faire connaître sa conduite à ses parents. Or le père du gamin en question était un mauvais coucheur nommé Rivet, qui cherchait plutôt qu'il n'évitait une querelle. Et un matin que le père Louison réparait tranquillement ses filets devant sa cabane, il s'entendit apostropher. « Mais dis donc, vous là, le grand tronc, qui est-ce qui vous a permis de mettre la main sur mon garçon ? Votre garçon battait cruellement un chien qu'il n'avait pu noyer, et j'ai cru vous rendre service en l'empêchant de martyriser un pauvre animal qui ne se défendait même pas. » « Ce n'était pas de vos affaires, » répondit Rivet, « et je ne sais pas ce qui me retient de vous faire payer tout de suite les tapes que vous avez données à mon fils. » Et l'homme élevait la voix d'un ton menaçant, et quelques curieux s'étaient déjà réunis pour savoir ce dont il s'agissait. « Pardon, mon ami, » répondit le vieillard tranquillement. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour bien faire, et vous savez de plus que je n'ai fait aucun mal à votre enfant. Ça ne fait rien, vous n'aviez pas le droit de le toucher. » Et il s'avança la main haute sur le vieux pêcheur qui continuait tranquillement à refaire les mailles de son filet. Le vieillard leva les yeux alors qu'il était trop tard pour parer à un coup de poing qui l'atteignit en pleine figure, sans lui faire cependant grand mal. Il fallut voir la transformation qui s'opéra dans toute la physionomie du père Louison à cet affront brutal. Il se redressa de toute sa hauteur, rejeta violemment le filet qu'il tenait des deux mains et bondit comme une panthère sur l'audacieux qui venait de le frapper sans provocation. Ses yeux lançaient des éclairs de colère, et avant qu'on eût pu l'en empêcher, il avait saisi son adversaire par les flancs et le soulevant comme il l'aurait fait d'un enfant au-dessus de sa tête et à longueur de ses longs bras, il le lança avec une violence inouïe sur le sable de la grève, en poussant un mugissement de bête fauve. Le pauvre diable qui avait pensé s'attaquer à un vieillard impotent venait de réveiller la colère et la puissance d'un Hercule. Il tomba sans connaissance, incapable de se relever ou de faire le moindre mouvement. Le père Louison le considéra pendant un instant, un seul, et se précipitant sur lui, le ramassa de nouveau. Et en s'avançant vers les eaux du fleuve, il le tint un instant suspendu en l'air et le rejeta avec force sur le sable mouillé et durci par les vagues. La victime était déjà à demi morte et s'écrasa avec un bruit comme celui d'un sac de grains qu'on laisse tomber par terre. Les spectateurs, qui devenaient nombreux, n'osaient pas intervenir. Ils regardaient timidement cette scène tragique. Avant même qu'on eût pu faire un pas pour l'arrêter, le vieux pêcheur s'était encore précipité sur Rivet, et cette fois, le tenant au bout de ses bras, il était entré dans l'eau en courant dans l'intention évidente de le noyer. Une clameur s'éleva parmi la foule. Il va le noyer. Mais en effet, le père Louison avançait toujours dans les eaux qui lui montaient déjà jusqu'à la taille. Il n'allait plus si vite, mais il continua toujours jusqu'à ce qu'il en eût jusqu'aux aisselles. Alors, balançant le pauvre Rivet 2 ou 3 fois au-dessus de sa tête, il le plongea dans le fleuve, à une profondeur où il aurait fallu être bon nageur pour pouvoir regagner la rive. Le vieillard parut ensuite hésiter un instant, comme pour bien s'assurer que sa victime était disparue sous les eaux. Puis il regagna le rivage à pas mesurés et alla s'enfermer dans sa misérable cabine sans qu'aucun des curieux n'ouvrît la bouche.
Dès que le père Louison eut disparu, tous se précipitèrent cependant vers les canaux qui se trouvaient là pour voler au secours du noyé qui n'avait pas encore reparu à la surface. Mais l'émotion du moment empêchait plutôt qu'elle n'accélérait les mouvements de ces hommes de bonne volonté, et le pauvre Rivet aurait certainement perdu la vie si des sauveteurs inattendus n'étaient pas venus à la rescousse. S'il était vrai que le père Louison jouissait de la réputation d'un homme paisible et inoffensif, et que Rivet, au contraire, passait pour un homme grincheux et querelleur, une vengeance aussi terrible pour un simple coup de poing ne pouvait manquer néanmoins de produire une émotion générale chez tous les habitants du village. Le curé, le notaire, le médecin et les autres notables de l'endroit se réunirent le même soir chez le capitaine de milice, qui était en même temps le magistrat de la paroisse, pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire dans des circonstances aussi graves. Il fut décidé de tenir une enquête dès le lendemain matin et d'appeler le père Louison à comparaître devant le magistrat, en attendant que le médecin pût se prononcer d'une manière définitive sur l'état du malade qui paraissait s'améliorer assez sensiblement. Quelqu'un fut chargé d'aller prévenir le vieux pêcheur d'avoir à se présenter le lendemain matin à 9h à la salle publique du village, où se tiendrait l'enquête préliminaire. Cette nouvelle, jetée en pâture, eut bientôt fait le tour du fort, comme on dit encore dans nos campagnes. Le père Louison n'avait pas reparu depuis qu'il s'était renfermé dans sa cabane. Aussi, n'était-ce pas sans un sentiment de terreur que le bailli s'était approché pour frapper à sa porte afin de lui communiquer les ordres du magistrat. « Monsieur Louison, fit-il d'une voix basse et tremblante. Mais à sa grande surprise, la porte s'ouvrit immédiatement et le vieillard s'avança tranquillement. « Qu'y a-t-il à votre service, Jean Thomas ? » « Monsieur le magistrat m'a dit de vous informer qu'il désirait vous voir demain matin à la salle publique pour... » « Très bien, Jean Thomas. Dites à monsieur le magistrat que je serai là à l'heure voulue. » Et il referma la porte tranquillement, comme si rien d'extraordinaire n'était arrivé, et comme s'il avait répondu à un client qui lui aurait demandé une brochée d'anguille ou de crapet. Le lendemain, à l'heure dite, la salle publique était comble, et le médecin annonça tout d'abord que Rivet continuait à prendre du mieux. Un soupir de soulagement s'échappa de toutes les poitrines, et l'enquête commença. Le père Louison avait été ponctuel à l'ordre du magistrat, mais il se tenait assis seul dans un coin plié en deux, les coudes sur les genoux et la tête dans les deux mains. À l'appel du magistrat, qui lui demanda de raconter les événements de la veille, tout en lui disant qu'il n'était pas forcé de s'incriminer, il se leva tranquillement et récita les yeux baissés, et d'une voix navrante de regret et de honte, tout ce qui s'était passé, sans en oublier le moindre incident. Il termina par ces mots. « Je me suis laissé emporter par un accès de colère insurmontable. Je me suis comporté comme une brute et non comme un chrétien. Je vous en demande pardon, monsieur le magistrat. J'en demande pardon à Rivet et à sa famille, et j'en demande pardon aux habitants du village qui ont été témoins du grand scandale que j'ai causé par ma colère et par ma brutalité. Je remercie Dieu d'avoir épargné la vie de Rivet, et je suis prêt à subir le châtiment que j'ai mérité. Heureusement pour vous, père Louison, répondit le magistrat, que la vie de Rivet n'est pas en danger, car il m'aurait fallu vous envoyer en prison. Il vous faut cependant que votre déposition soit corroborée, et je demande aux voyageurs qui ont sauvé Rivet de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait et ce qui s'est passé à leur connaissance pendant l'affaire d'hier. Le plus âgé des voyageurs, qui était un enfant de la paroisse revenant de passer l'hiver dans les chantiers de la Gatineau, raconta simplement les faits du sauvetage
et corrobora la déposition du père Louison. Son compagnon, qui était aussi un homme de la soixantaine, s'avançait pour raconter son histoire lorsqu'il se trouva face à face avec l'accusé qu'il n'avait pas encore vu. Il le regarda bien en face, hésita un instant, puis d'une voix où se mêlaient la crainte et l'étonnement. « Louis Vanley !» Le père Louison leva la tête dans un mouvement involontaire de terreur et regarda l'homme qui venait de prononcer ce nom inconnu dans la paroisse du village. Louis Vanley. Les regards des deux hommes s'entrecroisèrent comme deux lames d'acier qui se choquent dans un battement d'épée préliminaire. Puis le vieil homme raconta le sauvetage auquel il avait pris part, sans faire aucune autre allusion à ce nom qu'il venait de jeter en pâture à la curiosité publique. Il était évident qu'en dépit des pénibles événements de la veille, les sympathies de l'auditoire se portaient vers le père Louison, et personne ne fit trop attention, si ce n'est le magistrat, à l'aparté qui venait de se produire entre le témoin et l'accusé. D'ailleurs, on est naturellement porté à l'indulgence chez nos habitants de la campagne, et l'enquête fut promptement terminée par le magistrat, qui enjoignit simplement au vieux pêcheur de retourner chez lui, de vaquer à ses occupations et de se tenir à la disposition de la justice. La foule se dispersa lentement, et le père Louison retourna s'enfermer dans sa cahute pour échapper au regard curieux qui l'obsédait. Le magistrat, avant de s'éloigner, s'approcha du dernier témoin et lui intima l'ordre de venir le voir chez lui le soir même à 8 heures. Il voulait lui causer. Fidèle au rendez-vous qui lui avait été imposé, le vieux voyageur se trouva à l'heure dite en présence du juge, du curé et du notaire qui s'étaient réunis pour la circonstance. Il se doutait bien un peu de la raison qui avait provoqué sa convocation devant ce tribunal d'un nouveau genre. Aussi, ne fut-il pas pris par surprise lorsqu'on lui demanda à brûle-pourpoint. « Vous connaissez le père Louison depuis longtemps, et vous lui avez donné le nom de Louis Vanley ce matin à l'audience. »« C'est vrai, monsieur le juge, » répondit le voyageur sans hésiter. « Dites-nous alors où, quand et comment vous avez fait sa connaissance. »« Oh, il y a longtemps, bien longtemps. C'était au temps de mon premier voyage à la Gatineau. Nous faisions chantier pour les Guilmour, et Louis Vanley et moi nous bûchions dans le même camp. C'était un bon travailleur. Tout le monde aimait, surtout à lui entendre raconter des histoires le soir autour du feu. Un jour, une escouade de travailleurs nous arriva pour partager notre chantier. Il y en avait un parmi les nouveaux arrivants qui connaissait Vanley et qui venait de la même paroisse que lui. Ils se saluèrent à peine et il était évident qu'il y avait eu gribouille entre eux. Rien d'extraordinaire ne vint d'abord troubler la bonne entente, jusqu'à ce qu'un jour Vanley vint me trouver et me demanda de lui servir de témoin dans une lutte à coups de poing qu'il devait avoir le lendemain avec son coparoissien. Nous aimons, me dit-il, la même fille au pays, et comme nous ne pouvons l'épouser tous les deux, nous voulons régler l'affaire par une partie de boxe. La proposition me parut assez raisonnable, car on se bat volontiers et pour de bien petites raisons dans les chantiers. J'acceptai donc, et le lendemain matin, de bonne heure avant l'heure des travaux, les adversaires étaient face à face dans une clairière voisine. La bataille commença assez rondement. Mais à peine les premiers coups avaient-ils été portés que Vanley était absolument hors de lui-même, dans un accès de fureur noire. Plus fort et plus adroit que son adversaire, il lui portait des coups terribles sous lesquels l'autre s'écrasait comme sous des coups de massue. J'essayai vainement avec l'autre témoin d'intervenir pour faire cesser la lutte, mais Vanley, fou de rage et fort comme un taureau, frappait toujours jusqu'à ce que son adversaire perdît connaissance. Alors Vanley le saisit et, le balançant au bout de ses bras, le lança sur la neige durcie et glacée qui recouvrait le sol. Le pauvre homme qui l'avait presque assommé
resta pendant longtemps entre la vie et la mort, et nous le ramenâmes au printemps dans un état pitoyable pour le renvoyer dans sa famille. J'ai appris depuis qu'il s'était rétabli et qu'il avait fini par épouser celle pour qui il avait failli sacrifier sa vie. Le magistrat, le curé et le notaire, après avoir écouté attentivement cette histoire, se consultèrent longuement et finirent par décider qu'en vue du caractère irascible du père Louison, de ses colères terribles et de sa force herculéenne, il fallait en faire un exemple et le traduire devant la cour criminelle. Lorsque le représentant de la loi se rendit le lendemain matin pour opérer l'arrestation de Louis Vanley, il trouva la cabane vide. Le vieillard, pendant la nuit, avait disparu en emportant dans son canot ses engins de chasse et de pêche. Personne ne l'avait vu partir et l'on ignorait la direction qu'il avait prise. Bonne nuit. Bonne nuit.